Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Voyage au bout de la nuit. Bienvenue sur D8 si vous nous rejoignez. Je poursuis pour vous ce soir une œuvre de Paul Valéry, auteur français contemporain, une œuvre qui s'intitule Eupalinos, l'âme et la danse, une sorte de dialogue philosophique entre différents personnages, enfin plutôt deux personnages plus précisément, Phèdre et Socrate, le tout mis en scène par Paul Valéry dans son œuvre. Alors l'histoire évoque justement les retrouvailles de Phèdre et de Socrate au royaume des morts, plus précisément abîmés dans la contemplation du fleuve du temps. Phèdre rappelle à son acolyte Socrate le souvenir de l'architecte Eupalinos, constructeur du temple d'Artémis, avec lequel il s'était lié et qui réussissait, selon ses dires, à faire chanter les édifices. Il va partir ensuite dans une réflexion sur la vie, la mort, le destin, la beauté, le tout sous forme d'un dialogue animé entre ces deux personnages. Donc je vous propose tout de suite de poursuivre la lecture. Avant cela, n'oubliez pas dès à présent, si vous en avez l'envie, de nous retrouver sur les réseaux sociaux. Ça s'affiche juste là en bas de votre écran. Il vous suffit donc de taper #VBN. Pour l'heure, je vous propose donc de continuer cette œuvre de Paul Valéry. Restez avec nous sur D8. Très très belle soirée à toutes et à tous. Eupalinos me regarda avec une amitié plus précise et plus tendre. « Oh, dit-il, que tu es fait pour me comprendre. Nul plus que toi ne s'est approché de mon démon. Je voudrais bien te confier tous mes secrets, mais des uns, je ne saurais moi-même te parler convenablement, tant ils se dérobent au langage, les autres risqueraient fort de t'ennuyer, car ils se réfèrent aux procédés et aux connaissances les plus spéciales de mon art. Je puis te dire seulement quelle vérité, sinon quel mystère, tu viens maintenant d'effleurer, me parlant de concerts, de chants, de flûtes, au sujet de mon jeune temple. Dis-moi, puisque tu es si sensible aux effets de l'architecture, n'as-tu pas observé en te promenant dans cette ville que d'entre les édifices dont elle est peuplée, les uns sont muets, les autres parlent, et d'autres enfin, qui sont les plus rares, chantent. Ce n'est pas leur destination, ni même leur figure générale, qui les anime à ce point, ou qui les réduisent au silence. Cela tient au talent de leurs constructeurs, ou bien à la faveur des muses. Maintenant que tu me le fais remarquer, je le remarque dans mon esprit. Bien, ceux des édifices qui ne parlent ni ne chantent ne méritent que le dédain. Ce sont choses mortes, inférieures dans la hiérarchie à ces tas de moellons que vomissent les chariots, les entrepreneurs, et qui amusent, du moins, l'œil sagace par l'ordre accidentel qu'ils empruntent de leur chute. Quant aux monuments qui se bornent à parler, qu'ils parlent clair, je les estime. Ici, disent-ils, se réunissent les marchands. Ici, les juges délibèrent. Ici, gémissent des captifs. Ici, les amateurs de débauche. Je dis alors à Eupalinos que j'en avais vu de bien remarquables dans ce dernier genre, mais il ne m'entendit pas. Ces loges mercantiles, ces tribunaux et ces prisons, les uns aspirent visiblement une foule active et sans cesse renouvelée. Ils lui offrent des péristyles et des portiques. Ils l'invitent par bien des portes et des faciles escaliers à venir, dans leur salle vaste et bien éclairée, former des troupes, se livrer à la fermentation des affaires. Mais les demeures de la justice doivent parler aux yeux de la rigueur et de l'équité de nos lois. La majesté leur sied, des masses toutes nues, et la plénitude effrayante des murailles. Les silences de ces parements déserts sont à peine rompus, de loin en loin, par la menace d'une porte mystérieuse, ou par les tristes signes que font sur les ténèbres d'une étroite fenêtre les gros fers dont elle est barrée. Tout ici rend les arrêts et parle de peine. La pierre prononce gravement ce qu'elle enferme, le mur est implacable, et cette œuvre, si conforme à la vérité, déclare fortement sa destination sévère. Socrate.
Ma prison n'était point si terrible. Il me semble que c'était un lieu terne et indifférent en soi. Phèdre. Comment peux-tu le dire? Socrate. J'avoue que je l'ai peu considéré. Je ne voyais que mes amis, l'immortalité et la mort. Phèdre. Je n'étais pas avec toi. Socrate. Platon n'y était pas non plus, ni Aristippe. Mais la salle était pleine, les murs m'étaient cachés, la lumière du soir mettait la couleur de la chair sur les pierres de la voûte. En vérité, cher Phèdre, je n'eus jamais de prison que mon corps. Mais reviens à ce que te disait ton ami. Je crois qu'il allait te parler des édifices les plus précieux, et c'est ce que je voulais entendre. Phèdre. Eh bien, je poursuivrai. Eupalinos me fit encore un magnifique tableau de ces constructions gigantesques que l'on admire dans les ports. Elles s'avancent dans la mer, leurs bras d'une blancheur absolue et dure circonscrivent des bassins assoupis dont ils défendent le calme. Ils les gardent en sûreté, paisiblement gorgés de galères, à l'abri des enrochements hérissés et des jetées retentissantes, de hautes tours où veille quelqu'un où la flamme des pommes de pin, pendant les nuits impénétrables, denses et fait rage, commande le large à l'extrémité écumante des molles. Oser de tels travaux, c'est braver Neptune lui-même. Il faut jeter les montagnes achartées dans les eaux que l'on veut enclore. Il faut opposer les rudes débris tirés des profondeurs de la terre à la mobile profondeur de la mer et au choc des cavaleries monotones que presse et dépasse le vent. Ces ports, me disait mon ami, ces vastes ports, quelle clarté devant l'esprit, comme ils développent leur partie, comme ils descendent vers leurs tâches. Mais les merveilles propres à la mer et la statuaire accidentelle des rivages sont offertes gracieusement par les dieux à l'architecte. Tout conspire à l'effet que produisent sur les âmes ces nobles établissements à demi naturels, la présence de l'horizon pur, la naissance et l'effacement d'une voile, l'émotion du détachement de la terre, le commencement des périls, le seuil étincelant des contrées inconnues. L'avidité même des hommes, toute prête à se changer dans une crainte superstitieuse, à peine lui cèdent-ils et mettent-ils le pied sur le navire. Ce sont en vérité d'admirables théâtres. Mais plaçons au-dessus les édifices de l'art seul. Dussions-nous faire contre nous-mêmes un effort assez difficile, il faut s'abstraire quelque peu des prestiges, de la vie, de la jouissance immédiate. Ce qu'il y a de plus beau est nécessairement tyrannique. Mais je dis à Eupalinos que je ne voyais pas pourquoi il doit en être ainsi. Il me répondit que la véritable beauté était précisément aussi rare que l'est, entre les hommes, l'homme capable de faire effort contre soi-même, c'est-à-dire de choisir un certain soi-même et de se l'imposer. Ensuite, ressaisissant le fil d'or de sa pensée, « Je viens maintenant, dit-il, à ces chefs-d'œuvre entièrement dus à quelqu'un, et desquels je te disais, il y a un instant, qu'ils semblent chanter par eux-mêmes. Était-ce là une parole vaine, ô Phèdre? Était-ce des mots négligemment créés par le discours, qu'ils ornent rapidement mais qui ne supportent pas d'être réfléchis? Mais non, Phèdre non plus. Quand tu as parlé, le premier, involontairement, de musique à propos de mon temple, c'est une divine analogie qui t'a visité. Cet hymen de pensée qui s'est conclu de soi-même sur tes lèvres, comme l'acte distrait de ta voix, cette union d'apparence fortuite de choses si différentes, tient à une nécessité admirable, ce qui est presque impossible de penser dans toute sa profondeur, mais dont tu as ressenti obscurément la présence persuasive. Imagine donc fortement ce que serait un mortel assez pur, assez raisonnable, assez subtil et tenace, assez puissamment armé par Minerve pour méditer jusqu'à l'extrême de son être, et donc jusqu'à l'extrême réalité, cet étrange rapprochement des formes visibles avec les assemblages éphémères de sons successifs. Pense à quelles origines intimes et universelles il s'avancerait
à quel point précieux il arriverait, quel Dieu il trouverait dans sa propre chair. Et se possédant enfin dans cet état de divine ambiguïté, s'il se proposait alors de construire je ne sais quel monument, de qui la figure vénérable et gracieuse participa directement de la pureté du son musical ou du communiqué à l'âme, l'émotion d'un accord inépuisable. Songe, Phèdre, quel homme, imagine quels édifices, et nous, quelle jouissance. Et toi, lui dis-je, tu le conçois ? Oui et non, oui comme rêve et non comme science. Tires-tu quelques secours de ces pensées ? Oui comme aiguillon, oui comme jugement, oui comme peine. Mais je ne suis pas en possession d'enchaîner, comme il le faudrait, une analyse à une extase. Je m'approche parfois de ce pouvoir si précieux. Une fois, je fus infiniment près de le saisir, mais seulement comme on possède pendant le sommeil un objet aimé. Je ne puis te parler que des approches d'une si grande chose. Quand elle s'annonce, cher Phèdre, je diffère déjà de moi-même autant qu'une corde tendue diffère d'elle-même, qui était lâche et sinueuse. Je suis tout autre que je ne suis. Alors tout est clair, tout semble facile. Alors mes combinaisons se poursuivent et se conservent dans ma lumière. Je sens mon besoin de beauté égal à mes ressources inconnues. Engendrer à soi seul des figures qui le contentent. Je désire de tout mon être les puissances accours. Tu sais bien que les puissances de l'âme procèdent étrangement de la nuit. Elles s'avancent par illusion jusqu'au réel. Je les appelle, je les adjure par mon silence. Les voici toutes chargées de clarté et d'erreur. Le vrai, le faux brillent également dans leurs yeux, sur leurs diadèmes. Elles m'écrasent de leurs dons, elles m'assiègent de leurs ailes. Phèdre, c'est ici le péril, c'est la plus difficile chose du monde. Au moment le plus important, au déchirement capital, ces faveurs surabondantes et mystérieuses, loin de les accueillir telles quelles, uniquement déduites du grand désir, naïvement formées de l'extrême attente de mon âme, il faut que je les arrête au Phèdre et qu'elles attendent mon signal. En les ayant obtenues par une sorte d'interruption de ma vie, adorable suspens de l'ordinaire durée, je veux encore que je divise l'indivisible et que je tempère, que j'interrompe la naissance même de mes idées. Ô malheureux, lui dis-je, que veux-tu faire pendant un éclair ? Être libre. Il y a bien des choses, reprit-il. Il y a toutes choses en cet instant, et tout ce dont s'occupent les philosophes se passe entre le regard qui tombe sur un objet et la connaissance qui en résulte, pour en finir toujours prématurément. Je ne te comprends pas. Tu t'efforces donc de retarder ces idées ? Eh bien, il le faut. Je les empêche de me satisfaire, je diffère le pur bonheur. Mais pourquoi ? D'où tires-tu cette force cruelle ? C'est ce qu'il m'importe sur toute chose, d'obtenir ce qui va être, qu'il satisfasse avec toute la vigueur de sa nouveauté, aux exigences raisonnables de ce qui a été. Comment ne pas être obscur ? Écoute, j'ai vu, un jour, telle touffe de roses et j'en ai fait une cire. Cette cire achevée, je l'ai mise dans le sable. Le temps rapide réduit les roses à rien et le feu rend promptement la cire à sa nature informe. Mais la cire ayant fui de son moule formenté et perdu, la liqueur éblouissante du bronze vient épouser dans le sable durci la creuse identité du moindre pétale. J'entends, Eupalinos, cette énigme mais transparente, le mythe est facile à traduire. Ces roses qui furent fraîches, qui périssent sous tes yeux, ne sont-elles pas toutes choses ? Et la vie mouvante elle-même. Cette cire que tu as modelée, y imposant tes doigts habiles, l'œil butinant sur les corolles et revenant chargé de fleurs vers ton ouvrage, n'est-ce pas là une figure de ton labeur quotidien, riche du commerce de tes actes, avec tes observations nouvelles ? Le feu, c'est le temps lui-même qui abolirait entièrement ou dissiperait dans le vaste monde, et les roses réelles et tes roses de cire, si ton être en quelque manière ne gardait
Je ne sais comment les formes de ton expérience et la solidité secrète de sa raison. Quant à l'airain liquide, certes, ce sont les puissances exceptionnelles de ton âme qu'il signifie, et le tumultueux état de quelque chose qui veut naître, cette foison incandescente se perdrait en vaine chaleur, en réverbération infinie, ne laisserait après soi que des lingots ou d'irrégulières coulées, si tu ne savais la conduire, par des canaux mystérieux, se refroidir, se répandre dans les nettes matrices de ta sagesse. Il faut donc nécessairement que ton être se divise et se fasse dans le même instant chaud et froid, fluide et solide, libre et lié, rose, cire et le feu matrice et métal de Corinthe. C'est cela même. Mais je t'ai dit que je m'y essaye seulement. Comment t'y prends-tu? Comme je puis. Mais dis-moi comment tu essayes. Écoute encore, puisque tu le désires. Je ne sais trop comment t'éclaircir ce qui n'est pas clair pour moi-même. Ô Phèdre, quand je compose une demeure, qu'elle soit pour les dieux, qu'elle soit pour un homme, quand je cherche cette forme avec amour, m'étudiant à créer un objet qui réjouisse le regard, qui s'entretienne avec l'esprit, qui s'accorde avec la raison et les nombreuses convenances, je te dirai cette chose étrange qui me semble que mon corps est de la partie. Laisse-moi dire, ce corps est un instrument admirable dont je m'assure que les vivants, qui l'ont tous à leur service, n'usent pas dans sa plénitude. Ils n'en tirent que du plaisir, de la douleur, des actes indispensables, comme de vivre. Tantôt ils se confondent avec lui, tantôt ils oublient quelque temps son existence, et tantôt bruts, tantôt purs esprits, ils ignorent quelle liaison universelle ils contiennent et de quelle substance prodigieuse ils sont faits. Par elle, cependant, ils participent de ce qu'ils voient et de ce qu'ils touchent. Ils sont pierres, ils sont arbres, ils échangent des contacts et des souffles avec la matière qui les englobe. Ils touchent, ils sont touchés, ils pèsent et soulèvent des poids, ils se meuvent, transportent leurs vertus et leurs vices. Et quand ils tombent dans la rêverie ou dans le sommeil indéfini, ils reproduisent la nature des eaux, se font sable et nuées. Dans d'autres occasions, ils accumulent et projettent la foudre. Mais leur âme ne sait exactement pas se servir de cette nature qui est si près d'elle et qu'elle pénètre. Elle devance, elle retarde, elle semble fuir l'instant même, elle en reçoit des chocs et des impulsions qui la font s'éloigner en elle-même et se perdre dans son vide où elle enfante des fumées. Mais moi, tout au contraire, instruit par mes erreurs, je dis en pleine lumière, je me répète à chaque aurore. Ô mon corps, qui me rappelait à tout moment ce tempérament de mes tendances, cet équilibre de vos organes, ces justes proportions de vos parties qui vous font être et vous rétablir au sein des choses mouvantes. Prenez garde à mon ouvrage, enseignez-moi sourdement les exigences de la nature et me communiquez ce grand art dont vous êtes doué, comme vous en êtes fait, de survivre aux saisons et de vous reprendre des hasards. Donnez-moi de trouver dans votre alliance le sentiment des choses vraies, modérer, renforcer, assurer mes pensées. Tout périssable que vous l'êtes bien moins que mes songes. Vous durez un peu plus qu'une fantaisie. Vous payez pour mes actes et vous expiez pour mes erreurs. Instrument vivant de la vie, vous êtes à chacun de nous l'unique objet qui se compare à l'univers. La sphère tout entière vous a toujours pour centre, aux choses réciproques, de l'attention de tout le ciel étoilé. Vous êtes bien la mesure du monde, dont mon âme ne me présente que le dehors. Elle le connaît sans profondeur et si vainement qu'elle se prend quelquefois à le ranger au rang de ses rêves, elle doute du soleil. Infatuée de ses fabrications éphémères, elle se croit capable d'une infinité de réalités différentes. Elle imagine qu'il existe d'autres mondes, mais vous la rappelez à vous-même comme l'encre à soi, le navire. Mon intelligence mieux inspirée ne cessera, cher corps, de vous appeler à soi, désormais, ni vous, je l'espère, de la fournir de vos présences, de vos instances, de vos attaches locales, car nous trouvâmes enfin, vous et moi, le moyen de nous joindre et le nœud indissoluble de nos différences. C'est une œuvre qui soit fille de nous. Nous agissions chacun de notre côté, vous viviez, je rêvais,
Mes vastes rêveries aboutissaient à une impuissance illimitée. Mais cette œuvre que maintenant je veux faire et qui ne se fait pas d'elle-même, puisse-t-elle nous contraindre de nous répondre et surgir uniquement de notre entente. Mais ce corps, cet esprit, cette présence invinciblement actuelle et cette absence créatrice qui se disputent l'être et qu'il faut enfin composer. Ce fini, cet infini que nous apportons chacun selon sa nature. Il faut à présent qu'ils s'unissent dans une construction bien ordonnée. Et si grâce au Dieu ils travaillent de concert, s'ils s'échangent entre eux de la convenance de la grâce, de la beauté, de la durée, des mouvements contre des lignes, des nombres contre des pensées, c'est donc qu'ils auront découvert leur véritable relation et leur acte. Qu'ils se concertent, qu'ils se comprennent au moyen de la matière de mon art, les pierres et les forces, les profils et les masses, les lumières et les ombres, les groupements artificieux, les illusions, de la perspective, les réalités, de la pesanteur. Ce sont les objets de leur commerce, dont le lucre soit enfin cette incorruptible richesse que je nomme perfection. Socrate, quelle prière sans exemple. Et ensuite, Phèdre, il se tue. Socrate, tout ceci sonne étrangement dans ce lieu. Maintenant que nous sommes privés de corps, nous devons assurément nous en plaindre et considérer cette vie que nous avons quittée, du même œil envieux que nous regardions jadis, le jardin des ombres heureuses. Ni les œuvres, ni les désirs ne nous suivent ici, mais il y a la place pour les regrets. Phèdre, ces bosquets sont tentés d'éternels misérables. Socrate, si je rencontrais cet Eupalinos, je lui demanderais quelque chose encore. Phèdre, il doit être le plus malheureux des bienheureux. Que lui demanderais-tu? Socrate, de s'expliquer un peu plus clairement au sujet de ces édifices dont il disait qu'ils chantent. Phèdre, je vois que cette parole te poursuit. Socrate, il est des paroles qui sont abeilles pour l'esprit. Elles ont l'insistance de ces mouches, elles le harcèlent, celle-ci m'a piqué. Phèdre, et que dit la piqûre? Socrate, elle ne cesse de m'exciter, à divaguer sur les arts. Je les rapproche, je les distingue, je veux entendre le chant des colonnes et me figurer dans le ciel pur le monument d'une mélodie. Cette imagination me conduit très facilement à mettre d'un côté la musique et l'architecture et de l'autre les autres arts. Une peinture, chère Phèdre, ne couvre qu'une surface, comme un tableau ou un mur, et là, elle feint des objets ou des personnages. La statuaire mêmement n'orne jamais qu'une portion de notre vue. Mais un temple joint à ses abords, ou bien l'intérieur de ce temple forme pour nous une sorte de grandeur complète dans laquelle nous vivons. Nous sommes, nous nous mouvons, nous vivons alors dans l'œuvre de l'homme. Il n'est de partie de cette triple étendue qui ne fut étudiée et réfléchie. Nous y respirons en quelque manière la volonté et les préférences de quelqu'un. Nous sommes pris et maîtrisés dans les proportions qu'il a choisies et nous ne pouvons lui échapper. Sans doute, dit Phèdre. Mais ne vois-tu pas que la même chose nous arrive dans une autre circonstance, dit Socrate. Phèdre, eh bien quelle chose? Socrate, d'être dans une œuvre de l'homme comme poisson dans l'onde, d'en être entièrement baigné, d'y vivre et de lui appartenir. Phèdre, je ne le devine pas. Ce sera donc la fin pour cet épisode, mais on va se retrouver prochainement pour la suite de cette œuvre de Paul Valéry que je vous lisais à l'instant, Eupalinos ou l'architecte. D'ici là, n'oubliez pas de nous retrouver dès à présent sur les réseaux sociaux. C'est simple, vous connaissez le principe, ça doit s'afficher normalement juste là en bas de votre écran. Il vous suffit de taper #VBN tout simplement. Pour l'heure, moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires sur D8. Très belle nuit à toutes et à tous.